Donc, quels sont les enjeux du diagnostic anténatal? Justement, pourquoi on s'intéresse au diagnostic anténatal des cardiopathies? Pour rechercher essentiellement les cardiopathies qui sont incurables et proposer une interruption de la grossesse pour la maman. Donc, c'est important de connaître les cardiopathies et le pronostic des cardiopathies, justement pour proposer ou pas une interruption de la grossesse pour la maman. La cardiopathie peut être révélatrice d'un syndrome génétique, vous le connaissez mieux que moi, donc on peut avoir plusieurs syndromes qui sont associés à des cardiopathies congénitales, notamment la trisomie 21, l'association avec le CAV complet, la microdélétion 22q11 avec le syndrome de Di-George, avec les cardiopathies gonotroncales. Donc la cardiopathie peut révéler un syndrome génétique et peut nous amener à faire une amniosynthèse, à proposer une amniosynthèse pour le couple et pour la maman, pour détecter donc justement une anomalie chromosomique ou une anomalie génétique. Il y a certaines cardiopathies qui ont une évolutivité in utero. Donc, parfois, on fait le diagnostic de la cardiopathie et par la suite, il faut suivre la maman. Il y a des cardiopathies qui peuvent progresser, notamment le rétrécissement aortique critique qui peut évoluer vers le RAO critique néonatal ou encore la sténose pulmonaire. Mais on peut avoir même des formes d'APSI qui ont commencé avec des RP serrés et qui vont évoluer vers une atrésie pulmonaire. Et le point le plus important, c'est d'organiser la naissance dans les conditions les plus favorables, bien conseiller le couple, bien conseiller la maman pour justement accoucher dans une maternité, par exemple niveau 3, demander une échographie cardiaque fœtale à la naissance et donc avoir un discours assez cohérent pour les parents. C'est un point très très important. Et donc, un petit point sur le diagnostic anténatal dans le monde. J'ai pris la France comme exemple parce qu'ils sont assez avancés. Vous avez la chance d'avoir Dr Stoss lors de ces journées. Donc, les Français sont assez forts, donc, par exemple par rapport aux Américains sur le diagnostic anténatal. Pour la transposition des gros vaisseaux et le phallo, on a un diagnostic anténatal qui avoisine les 90% et 97% pour les cardiopathies univentriculaires et notamment l'hypoplasie du cœur gauche. Quelle est la situation en Tunisie? Là, c'est un très bel article de la RAPTA qui est publié en 2019 sur le diagnostic anténatal des cardiopathies congénitales en Tunisie. On est encore un peu loin, mais il y a des progrès qui sont en train d'être faits. Si on regarde par exemple pour la transposition des gros vaisseaux, on est encore un tout petit peu loin. Donc la malposition vasculaire, un taux de diagnostic de 0,8%. Donc il y a du chemin à faire. C'est de l'expérience qui se forge progressivement. Comme a dit le professeur Beniahia, il faut voir des échos normales pour détecter les échographies pathologiques. Et il faut, donc à force de forger, on devient forgeron. Quels sont les patients qui sont à risque et quand est-ce qu'il faut demander une échographie cardiaque fœtale? Il y a des mamans qui sont à risque et donc il y a des facteurs de risque maternels, notamment s'il y a une histoire familiale de cardiopathie congénitale. Là, on va demander systématiquement une échographie cardiaque pour les prochains enfants. On a eu dernièrement une maman avec le premier enfant un troncus, le deuxième enfant un phallo, le troisième enfant c'était une écho normale et j'avais la main sur le cœur lorsque je disais c'est une écho normale. Donc il faut refaire les échographies pour les mamans avec des antécédents de cardiopathie congénitale chez les enfants. Les mamans diabétiques justement pour détecter la cardiomyopathie hypertrophique ou encore des malformations cardiaques qui peuvent être associées au diabète. Et bien sûr s'il y a une exposition à des agents tératogènes. Il y a des facteurs de risque fétaux, donc s'il y a une anomalie extracardiaque, je cite par exemple la clarté nucale, l'augmentation de la clarté nucale, suspecter la trisomie 21, là il faut demander une échographie cardiaque à la recherche de malformations associées. Les arythmies fœtales, on va faire un petit passage sur les arythmies fœtales, donc vous allez les détecter sur votre RCF ou sur votre échographie. Là, c'est très important de continuer par une échographie cardiaque fœtale pour juger quel type d'arythmie présente le fœtus et comment gérer cette arythmie. Dans l'autre versant, donc les troubles conductifs, notamment les enfants de mère lupique par exemple avec les blocs auriculo-ventriculaires, l'augmentation de la clarté nucale, on a déjà dit ça. Est-ce qu'on dispose de recommandations? Justement, il y a beaucoup de papiers. Donc, vous avez le papier de la société des gynécologues. On a le papier de l'American Heart Association de 2014. On a aussi l'association américaine d'ultrasons. Donc, vous avez beaucoup de papiers. Chacun propose un algorithme particulier pour aborder le cœur fœtal. Moi, je vous propose sincèrement une méthode qui est assez simple qu'on va voir juste après. Donc, quand et comment aborder le cœur fœtal? Idéalement, faire l'échographie cardiaque fœtale
c'est essentiellement entre la 18e et la 22e semaine d'aménorrhée. Là, on a une très bonne visibilité du cœur fœtal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir avant, mais on a une très bonne visibilité entre 18 et 22 semaines d'aménorrhée. Il faut bien sûr utiliser les sondes à fréquence qui sont à haute fréquence. Et les images doivent être zoomées, agrandies. Donc n'hésitez pas à agrandir l'image pour bien visualiser les structures anatomiques. Il faut s'armer aussi du ciné-loop, donc on va enregistrer les images, on va les enregistrer et par la suite on peut revoir les images et diminuer la cadence des images pour bien visualiser la cinétique par exemple, donc des différents éléments. Le balayage, donc on va utiliser un balayage très très doux, comme vous voyez sur cette vidéo. Donc en général, on va repérer l'abdomen de l'enfant et par la suite, on va faire un petit balayage qui est transversal vers la tête de l'enfant pour balayer le cœur et on va voir les différentes coupes que vous allez pouvoir obtenir grâce à ce swipe ou à ce balayage donc, du cœur fœtal. Et donc, grâce à ce balayage, on va obtenir essentiellement 3 coupes clés qui sont recommandées de façon systématique. Donc là, par exemple, en France, c'est les sages-femmes qui peuvent réaliser les 3 coupes, la coupe 4 caves, la coupe 3 la coupe des 3 vaisseaux et la voie d'éjection VG aorte. Ce sont les 3 coupes clés que vous devez obtenir et on va les voir au fur et à mesure de ce topo. Donc la méthode dont je vous parlais tout à l'heure, une méthode qui est assez simple, qui a été développée justement par Dr Stoss et par Dr Marilyn Lévy. Donc la plupart des centres français adoptent cette technique-là. C'est une technique assez simple avec 5 étapes, justement pour ne pas oublier une des étapes pour l'analyse du cœur fœtal. Et c'est une étape qui va se faire en 5 étapes, comme j'ai dit. Donc on va voir ces 5 étapes pour finir justement par l'analyse du cœur fœtal. Ça peut sembler compliqué à premier abord, mais finalement c'est une méthode qui va vous prendre quelques secondes. Une fois que vous êtes habitué à cette méthode, vous pouvez donc scanner votre cœur fœtal en quelques secondes. Donc commençons par le chiffre numéro 5. Ce sont les 5 éléments qu'on va visualiser pour faire une analyse globale du cœur. Donc on va voir le cœur dans sa globalité. Quels sont les 5 éléments? Donc vous pouvez faire une visualisation donc, par le mot sport. Vous avez le situs, la position du cœur dans le thorax, l'orientation du cœur et l'axe du cœur, le rythme cardiaque fœtal et la taille du cœur par rapport donc, au thorax. Bien sûr, vous connaissez mieux que moi qu'il faut situer l'enfant dans l'abdomen de la maman. Donc, il faut situer le fœtus, comment il se présente. Là, les gynécos, ils sont beaucoup plus forts que les cardiologues. On a du mal à imaginer le fœtus dans le ventre de la maman. On s'aide un peu par des maquettes ou par une petite poupée, justement pour voir est-ce qu'il est en présentation céphalique, en présentation de siège, pour repérer la droite et la gauche de l'enfant. Vous êtes beaucoup plus fort que sur ça, mais c'est un point fondamental. Il faut commencer par repérer la latéralité du bébé. Quelle est la droite, quelle est la gauche, justement, pour reconnaître par la suite les différents éléments anatomiques. Donc la lettre S, c'est le situs. Donc vous connaissez que dans un corps normal, vous avez le foie et en l'occurrence la veine cave inférieure qui sont situées à droite, alors que l'aorte, elle est située, bien sûr, à gauche. Si votre cœur, il est en situs solitus, donc la présence d'une veine cave inférieure à droite et une aorte à gauche du rachis va nous définir un situs solitus. L'inverse, c'est l'image en miroir de ce que je viens de dire, qui est la veine cave inférieure qui va être située plutôt à gauche et l'aorte va être située à droite. Et là, on va parler de situs inversus. Et donc là, vous pouvez repérer donc la colonne vertébrale de l'enfant. Là, on est sur une coupe abdominale. On va repérer une vertèbre. Et là, vous voyez l'aorte avec donc, la poche aérienne gastrique. Voilà, donc vous voyez ici le rachis avec donc, la poche aérienne gastrique. Donc vous allez repérer l'estomac et l'aorte qui est située à gauche donc, du rachis cervical. Donc on a une aorte qui est à gauche alors que la veine cave inférieure est à droite. Donc la présence d'une veine cave inférieure à droite et une aorte à gauche va vous définir votre situs solitus. D'accord ? Par la suite, une fois que vous avez repéré donc, votre situs à travers cette coupe abdominale, vous allez faire une petite translation très très douce vers la tête du fœtus, donc une translation crâniale très douce, mais vraiment très douce, et vous allez tomber sur la coupe apicale 4 cavités, donc qui est une coupe qui va nous aider beaucoup, mais qui ne peut pas exclure toutes les cardiopathies. Donc elle est très facile à obtenir. On va éliminer un grand nombre de cardiopathies grâce à cette coupe-là, mais on va voir qu'elle n'est pas suffisante pour l'analyse du cœur fœtal.
La situation en miroir, donc je vous ai déjà montré ça, donc qui est une aorte qui est située à droite et une veine cave inférieure à gauche. Et là, vous voyez clairement que notre aorte est située sur la droite de l'enfant. Là, on a repéré la droite de l'enfant. Et vous voyez que l'aorte, elle est située à droite, alors que la veine cave inférieure est située à gauche. Et là, on est devant un situs inversus. Après la lettre S, vous avez la position de l'aorte. Donc normalement, dans un cœur normal, vous voyez ici en bas, la crosse de l'aorte, c'est une crosse qui va se faire donc, avec une aorte qui va descendre à gauche du rachis. Ça, c'est la situation normale. Parfois, on peut avoir une crosse qui va faire donc, sa crosse à droite, donc une aorte qui fait sa crosse à droite, et l'aorte va descendre à droite du rachis. D'accord ? Sans pour autant avoir une anomalie donc, du situs ou quoi que ce soit. Et donc la crosse à droite peut être isolée. Donc on peut avoir une crosse donc, aortique à droite avec une aorte qui descend à droite du rachis de façon tout à fait normale, mais c'est souvent associé à des cardiopathies, essentiellement les cardiopathies conotroncales. Donc si vous repérez l'aorte à droite du rachis, vous êtes devant une crosse aortique droite et là il faut s'acharner à rechercher les cardiopathies conotroncales. D'accord ? Et on va voir des exemples de cardiopathie conotroncale lors de ce topo. Donc on a vu la lettre S, la lettre P avec donc, la position donc, du cœur. Et là, on va parler de l'orientation et l'axe du cœur. Donc comment je vais tracer l'axe du cœur? C'est une image que vous devez faire de façon schématique dans votre tête. Donc vous allez repérer le rachis de l'enfant. Et vous allez tracer une ligne virtuelle donc qui part du rachis. La pointe du cœur, donc la ligne qui va passer par la pointe du cœur, doit faire un angle de 45 degrés par rapport donc, à la ligne qui traverse donc, le rachis de l'enfant, qui va rejoindre le rachis avec l'abdomen. Et donc l'axe du cœur normal, il est situé à 45 degrés. Donc le cœur, il occupe l'hémithorax gauche, avec un axe qui est situé à 45 degrés. Bien sûr, sur une image en mouvement, vous devez arrêter l'image et essayer de reproduire donc, cette schématisation de l'axe du cœur pour repérer justement l'orientation donc, du cœur dans le thorax. Voilà, là on a tracé une ligne virtuelle qui va passer par le rachis et j'ai dessiné la pointe du cœur et j'ai un angle de 45 degrés, donc c'est un angle qui est tout à fait normal. La situation pathologique, regardez ici, qu'est-ce que vous pensez de cet axe du cœur? Si on essaie de tracer une ligne virtuelle passant par le rachis, ici, et j'essaie de regarder la pointe du cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, j'ai clairement une lévocardie marquée. Donc le cœur, il est très dévié à gauche. Et cette lévocardie marquée, elle peut être un signe donc, de cardiopathie conotroncale. Donc vous voyez qu'il y a des petits signes qui sont très faciles à faire et qui vont vous amener à rechercher des cardiopathies congénitales beaucoup plus complexes. Ici, dans le deuxième exemple, vous voyez qu'on a tracé une ligne virtuelle passant par le rachis. Là, c'est la droite de l'enfant et vous voyez clairement que si je trace une ligne passant par la pointe du cœur, donc le cœur il est dévié à droite et donc là, on est devant une dextrocardie. La dextrocardie ne veut pas du tout dire donc, que le situs est anormal. Donc là, ça témoigne de la position de la pointe du cœur. Donc on peut avoir un cœur en dextrocardie alors que l'intérieur du cœur est tout à fait normal. Donc la dextrocardie, c'est juste la position de la pointe du cœur. Il y a beaucoup de lapsus justement sur ça. Oui, oui. Donc, que c'est interactif. C'est clair pour tout le monde la différence entre dextrocardie et situs inversus. Dans les deux cas, on va dire que le cœur il est à droite. Mais qu'est-ce qui est à droite fait dextrocardie et qu'est-ce qui est à droite fait le situs inversus? Est-ce que c'est clair? Non. Donc justement, pour l'orientation du cœur, pour dire est-ce qu'il s'agit d'un cœur en lévocardie ou en dextrocardie, vous allez regarder juste la pointe du cœur. D'accord? Donc ici, donc on a repéré le rachis, j'ai repéré la pointe du cœur, d'accord? Et on trace une ligne virtuelle, c'est juste la position de la pointe du cœur dans le thorax. Si votre pointe du cœur elle est dirigée vers la gauche, on parle de lévocardie. Si la pointe du cœur elle est dirigée vers la droite, on parle de dextrocardie. Et bien sûr, il y a des cas où la pointe elle est au milieu et on parle là de mésocardie. D'accord? Par contre, pour le situs, on a déjà dit que le situs il est défini par la position de la veine cave inférieure et de l'aorte. La veine cave inférieure, et donc en l'occurrence le foie, dans un corps normal en situs solitus, ils sont situés à droite.
Donc pour définir votre situs, il faut repérer la veine cave inférieure et l'aorte et la position, bien sûr, par rapport au fœtus. D'accord? C'est plus clair? Oui? Donc j'avance. Voilà. Parfois, votre cœur, on ne peut pas bien définir l'axe parce qu'il est justement refoulé par quelque chose. Je vous donne l'exemple de cette femme qu'on a eue dernièrement. Et vous voyez qu'il y a une énorme masse qui est en train de refouler le cœur. Donc j'ai du mal à définir l'axe du cœur, donc l'orientation du cœur dans le thorax, parce qu'il est refoulé par quelque chose. Et là, on a un anévrisme géant du ventricule gauche. On a finalement fait une IRM pour cette dame. Et donc la position du cœur dans le thorax, elle peut varier à cause donc d'éléments extracardiaques, un kyste bronchogénique, un anévrisme, donc un anévrisme du ventricule gauche qui est assez rare. Et donc le cœur va se retrouver refoulé dans le thorax. D'accord ? Donc la quatrième lettre, c'est la lettre R, et c'est pour le rythme cardiaque fœtal. Donc vous connaissez que le rythme cardiaque fœtal, il est aux alentours de 140 à 160 battements par minute. Et on peut facilement, à l'œil nu, repérer, par exemple, un fœtus qui est tachycarde. Là, vous voyez. Donc là, vous repérez que le cœur, il a un rythme qui est très, très accéléré. D'accord ? Comment on peut mesurer le rythme cardiaque fœtal ? Est-ce qu'on peut réaliser un électrocardiogramme pour le fœtus ? Comment vous allez analyser le rythme cardiaque fœtal ? Est-ce qu'on a des méthodes pour, justement, analyser cette tachycardie qui est très rapide ? Donc, vous voyez ce fœtus qui commence à développer déjà de la nasarque, on a un petit épanchement, un petit décollement pleural, et on a un cœur qui est très accéléré, avec une fréquence cardiaque et qui est très augmentée. Comment mesurer la fréquence cardiaque ? Donc on a deux méthodes pour mesurer la fréquence cardiaque et justement pour vérifier le rythme cardiaque fœtal. Vous pouvez vous aider du Doppler, donc le Doppler pulsé. Donc vous allez vous mettre sur une des valves auriculo-ventriculaires, la valve mitrale ou la valve tricuspide. Vous allez faire un tir au Doppler et là, vous pouvez mesurer, c'est l'appareil qui vous calcule rapidement votre fréquence cardiaque fœtale. D'accord ? Et là, cet enfant, il avait une TSV très rapide avec une fréquence qui était supérieure à 220 battements par minute. Deuxième méthode, c'est le mode temps-mouvement. Donc là, c'est une ligne de tir qu'on va tirer sur, idéalement, donc, entre une oreillette et un ventricule, pour analyser la séquence auriculo-ventriculaire. Comment se contracte l'oreillette, comment se contracte le ventricule, et analyser cette séquence auriculo-ventriculaire pour justement donc, définir le type de tachycardie auquel est exposé ce fœtus. Et là, c'est l'appareil aussi qui va vous calculer la fréquence cardiaque à travers le mode TM. Par exemple, là, on était devant un flotteur auriculaire avec une fréquence cardiaque qui était aux alentours de 300 battements par minute. D'accord ? Donc, deux méthodes pour analyser le rythme cardiaque fœtal. Soit vous allez vous aider du Doppler, soit par le mode temps-mouvement, donc en faisant une ligne de tir. Et là, vous pouvez calculer facilement la fréquence cardiaque. Là, c'est un rythme cardiaque fœtal qui est normal. On a dit que c'est une fréquence aux alentours de 140 à 160 battements par minute. Et vous voyez qu'on a fait donc un Doppler sur une des valves auriculo-ventriculaires et on peut mesurer facilement la fréquence cardiaque du fœtus. Juste, faut vérifier les machines parce que généralement, pour les gynécos, on mesure deux spectres, la fréquence cardiaque. Oui. Donc là, c'est entre deux spectres. La plupart des machines des gynécos, on doit prendre deux spectres pour mesurer la fréquence cardiaque. Donc, si vous avez, c'est vrai, c'est un appareil cardio. Voilà, exactement, par rapport au cardio. Donc, si vous allez mémoriser ce cliché ou le reproduire un autre jour, vous allez trouver une tachycardie. Il faut voir le réglage de votre machine, c'est très important aussi. On ne va pas tout faire une seule présentation. Les réglages de la machine aussi, c'est très important. D'ailleurs, on peut voir sur la page les différents réglages pour améliorer l'image, les différents réglages cœur. Donc faites attention à vos réglages. Donc, sur la plupart des machines qu'on utilise les gynécologues, il faut mesurer deux spectres pour avoir la fréquence cardiaque, pour ne pas vous affoler de façon orale sur une tachycardie. Sinon, vous allez sortir tous des tachycardes. Et justement, donc, les troubles de rythme les plus fréquents qu'on peut voir chez le fœtus, donc c'est essentiellement les tachycardies supraventriculaires, alors que les tachycardies ventriculaires sont plutôt rares. Donc pour les tachycardies supraventriculaires, les tachycardies les plus fréquentes, c'est essentiellement le flotteur auriculaire ou encore la tachycardie atriale ectopique. Donc il faut tout un topo pour parler des arythmies fœtales. Donc je fais un passage rapide juste pour vous dire que les troubles de rythme les plus fréquents, ce sont les troubles de rythme supraventriculaires, donc qui naissent au-dessus de la jonction auriculo-ventriculaire.
Il y a des algorithmes qui sont proposés pour la prise en charge de ces tachycardies, surtout si on est devant une TSV fétale soutenue. Et on va s'aider d'un traitement antiarythmique pour la maman pour réduire justement le trouble de rythme de l'enfant. Et ça dépend de la présence d'un anasarque fétal ou pas. La molécule qui est la plus recommandée en cas d'anasarque fétal et qui a une bonne diffusion en cas d'anasarque, c'est la flécaïne, qui est très très efficace, mais qui peut avoir des effets donc, secondaires maternels. Et c'est pour ça qu'il faut une bonne surveillance de l'ECG chez la maman, parce qu'on peut avoir un élargissement des QRS, on peut avoir un allongement du QT sous flécaïne. Sinon, si vous êtes devant une TSV soutenue, mais sans anasarque, la digoxine elle a toute sa place. C'est très très efficace. Donc, en général, on utilise la digoxine pour les TSV non compliqués d'anasarque féto-placentaire. Et bien sûr, il faut surveiller l'enfant, continuer le traitement jusqu'à l'accouchement. Donc, même si la TSV, elle est réduite, il ne faut pas se précipiter à arrêter le traitement antiarythmique parce que ça a tendance à reprendre après l'arrêt du traitement. L'autre versant des arythmies fétales, c'est plutôt les troubles conductifs avec le bloc auriculo-ventriculaire. Est-ce qu'on peut mesurer l'intervalle PR lors d'une échographie cardiaque fétale? Oui. Donc, en utilisant essentiellement donc, le mode Doppler. Et là, vous allez essayer de mettre votre curseur entre la voie d'éjection, donc la voie d'éjection aortique par exemple, et la valve auriculo-ventriculaire mitrale. D'accord? Et là, vous allez repérer le flux mitral. Le flux mitral, il est constitué, c'est un flux qui est biphasique, avec une onde E et une onde A. L'onde A témoigne de la contraction de l'oreillette, c'est la contraction auriculaire. Et là, j'ai le flux d'éjection systolique à travers l'aorte. Donc vous avez compris que j'ai placé mon curseur Doppler pour avoir et le flux mitral et le flux aortique. Et le délai entre l'onde A et le début de l'éjection systolique, c'est le délai auriculo-ventriculaire et ça témoigne de l'intervalle PR sur l'électrocardiogramme. D'accord ? Et donc, vous pouvez facilement mesurer votre intervalle PR. Pourquoi c'est important? Dans quelle situation, selon vous, il faut s'acharner à mesurer l'intervalle PR? Dans quelle situation? Pour quel genre de maman? L'UPIC, tout à fait. Donc, chez les mamans l'UPIC, vous connaissez que les anticorps anti-SSA, anti-SSB, donc on a un risque de BAV néonatal et ces enfants sont surveillés de façon périodique, idéalement toutes les semaines, avec donc, des échographies fétales pour mesurer cet intervalle PR. La mesure, elle est très facile à faire. Et l'intervalle PR normal, il doit être inférieur à 150 millisecondes. C'est l'appareil donc lui-même qui vous calcule bien sûr cet intervalle PR. La dernière lettre pour l'analyse globale donc, du cœur, et par la suite on va passer aux différentes coupes, c'est la lettre T, et c'est la taille du cœur par rapport au thorax. Et là, c'est les appareils des gynécos qui peuvent vous mesurer ça. Nous, en cardio, on ne peut pas avoir ce genre de mesure par nos échographes. Et là, vous allez faire l'équivalent de l'index cardiothoracique sur la radiographie du thorax. Vous allez faire la circonférence du cœur par rapport à la circonférence, bien sûr, du thorax de l'enfant. Et on parle de cardiomégalie, c'est si cette surface elle est supérieure à 0,3. Donc, si on a un ratio qui est supérieur à 0,3, on peut voir ça dans les cardiomyopathies dilatées, certaines cardiomyopathies hypertrophiques dans le cadre de diabète maternel, par exemple, ou aussi certaines tumeurs cardiaques, notamment dans le cadre de la sclérose tubereuse de Bourneville. Vous pouvez avoir des rhabdomiums cardiaques, donc des tumeurs cardiaques qui vont entraîner une augmentation de la taille du cœur par rapport au thorax. D'accord ? Voilà, donc un exemple avec des rhabdomiums cardiaques multiples. C'est souvent comme ça, donc c'est souvent multiple, et ce sont des rhabdomiums tout à fait bénins qui ont tendance à involuer donc, au fur et à mesure des contrôles ultérieurs. Est-ce que vous avez des questions pour la première partie donc, de l'analyse globale du cœur, avant de passer au fond du sujet, au vrai sujet? C'est que c'était très clair. Juste, par rapport au rythme, la mesure PR au col, ne vous inquiétez pas. Fait dépistage, ce qu'on nous demande, c'est de regarder l'impression subjective. Est-ce que le rythme paraît normal? On va passer aux mesures au col. Si le rythme paraît anormal, ou elle a le docteur Gargouri, la patiente présente notamment le pus, voilà, les anticorps présents, donc un risque de BAV congénital. Donc c'est là où on va mesurer. Ou par rapport à la taille du cœur, lorsque le rapport il est supérieur à 0,3, à deux questions. Est-ce que le cœur est gros ou le thorax est petit aussi? C'est l'autre situation où la taille du cœur elle est normale, mais c'est plutôt le thorax, donc tout est subjectif là aussi.
Voilà, donc après cette analyse globale, c'est une analyse, comme j'ai dit, qui va se faire en quelques secondes. Donc on va visualiser le cœur, et c'est essentiellement sur la coupe 4 cavités, et on va analyser ces 4 lettres qu'on a vues ensemble. Et par la suite, on va passer à l'analyse des différentes structures anatomiques du cœur. Et on va commencer par la coupe 4 cavités, qui est une coupe très facile à obtenir. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut tirer de la coupe 4 cavités. Essentiellement, donc qu'est-ce que vous devez analyser sur la coupe 4 cavités? Premièrement, l'équilibre des cavités. Est-ce que l'enfant, il a vraiment 4 cavités qui sont bien équilibrées? Est-ce qu'il y a une cavité plus petite que l'autre, plus dilatée que l'autre ou plus hypoplasique? Par la suite, élément très important aussi, donc le décalage entre la valve mitrale et la valve tricuspide, donc le décalage mitro-tricuspide. On va voir dans quel type de cardiopathie on peut voir ça. L'arrivée des veines pulmonaires au niveau de l'oreillette gauche, un élément très important à visualiser pour justement éliminer une cardiopathie qui peut avoir un pronostic néonatal très sévère, qui est le retour veineux pulmonaire anormal total. Et par la suite, il faut vérifier bien sûr l'intégrité du septum interventriculaire. D'accord? Donc on va voir ces 4 éléments une par une, et on va commencer donc par définir les différentes structures anatomiques que vous allez visualiser sur la coupe 4 cavités. Donc on va reconnaître essentiellement donc le ventricule gauche par sa forme en banane allongée, le ventricule droit par son apex qui est en général comblé, parce qu'il y a une bandelette de muscles, ce qu'on appelle la bandelette modératrice, qui est un marqueur anatomique du ventricule droit. Par la suite, on va reconnaître l'oreillette gauche par son toit qui est assez rectangulaire. Il est rectangulaire parce qu'il y a l'arrivée des veines pulmonaires qui va entraîner cet aspect rectiligne de la veine du toit de l'oreillette gauche, contrairement donc bien sûr au toit de l'oreillette droite qui est plutôt donc arrondi parce qu'il n'y a pas l'arrivée donc de ces veines pulmonaires qui déforment le toit de l'oreillette gauche. Et vous voyez donc une boucle vidéo d'une belle coupe 4 cavités. Voilà, et on reconnaît donc les différentes structures anatomiques. Bien sûr, pour définir, est-ce qu'il s'agit d'un ventricule gauche ou d'un ventricule droit, ce sont les marqueurs anatomiques. Ce n'est pas parce que ce ventricule-là il est situé sur la gauche de l'enfant qu'il s'agit d'un ventricule gauche. D'accord? Donc il faut repérer en premier lieu la latéralité de l'enfant, où est la gauche, où est la droite, et par la suite, je vais définir chaque structure anatomique en fonction de ses caractéristiques anatomiques. Donc vous voyez là, ici, ce ventricule gauche qui a une forme allongée, comme j'ai dit. Alors qu'ici, le ventricule droit, il a une forme plutôt triangulaire avec une bandelette de muscles qui va le définir. D'accord? Deuxième marqueur anatomique pour reconnaître les ventricules, vous voyez les valves auriculo-ventriculaires. Là, j'ai la valve tricuspide. Ici, j'ai la valve mitrale. La valve tricuspide, par définition, a une insertion plus apicale que la valve mitrale. Donc, elle est plus dirigée vers l'apex. Et en général, on dit que le ventricule, il suit sa valve. Donc, si ici, j'ai une valve tricuspide, ça, c'est un ventricule droit. Je ne peux pas avoir un ventricule gauche au-dessous d'une valve tricuspide. D'accord? Donc, la valve qui est plus apicale, qui est plus située vers l'apex et qui a une insertion plus apicale, c'est la valve tricuspide. Et le ventricule en dessous, c'est le ventricule droit. Donc, on a 2 marqueurs. Soit vous allez vous repérer grâce à cette bandelette modératrice, soit on va se repérer par rapport donc, au décalage donc, des 2 valves mitrales et de la valve tricuspide. Donc là, c'est ce que je viens de dire. L'équilibre des cavités, on va vérifier que les cavités sont équilibrées. À partir de T2, en général, les 4 cavités sont équilibrées. Et par la suite, c'est le ventricule droit qui va être plus développé à partir du 3e trimestre. Les 2 oreillettes, en général, elles ont la même taille, avec un foramen ovale qui va bomber vers le côté gauche. Parce que je vous rappelle que le sang donc, qui arrive du placenta vers l'oreillette droite, il va chanter de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche à travers ce foramen ovale. Et donc, on a un foramen ovale qui bombe vers le côté gauche avec cette valve de Vieussens qui ballotte du côté gauche. L'oreillette gauche, elle a un bord supérieur qui est rectiligne, justement à cause de l'arrivée des veines pulmonaires. Et donc, vous comprenez que si j'ai une anomalie des retours veineux pulmonaires, je vais perdre cet aspect rectiligne donc, du toit de l'oreillette gauche. Par contre, l'oreillette droite, elle a un bord supérieur qui est plutôt arrondi. Le ventricule gauche, on a déjà dit qu'il a une forme plutôt allongée, alors que le ventricule droit a un marqueur anatomique qui est la bandelette musculaire, la bande modératrice du ventricule droit. D'accord? On va voir des cas pathologiques. Là, on a vu donc, des boucles qui sont normales. Là, on va voir des boucles où j'ai une asymétrie donc, des cavités. Là, vous voyez une asymétrie ventriculaire avec un petit ventricule gauche. D'accord?
Donc, si j'ai une asymétrie ventriculaire à partir de 32-33 semaines d'aménorrhée, on peut se dire que c'est un ventricule droit qui est confortable, c'est la fin de la grossesse, mais il faut faire attention à l'arche aortique et rechercher une coarctation de l'aorte. Il y a un score qui est proposé, justement par rapport, donc c'est un ratio entre l'anneau tricuspide et l'anneau mitral. Si ce ratio est supérieur à 1,5 au cours du T3, on a un risque faible. Par contre, si vous avez un ratio supérieur à 1,5 au deuxième trimestre, c'est un risque élevé, ça peut être un marqueur d'une coarctation de l'aorte. Donc, si sur votre coupe apicale 4 cavités, vous avez un ventricule droit qui est anormalement dilaté par rapport au ventricule gauche au cours du deuxième trimestre, avec un ratio, donc si vous allez mesurer le ratio entre la tricuspide et la mitrale et qui est supérieur à 1,5, il faut bien analyser l'arche aortique. Ça peut donc cacher une coarctation de l'aorte. Et bien sûr, il faut suivre cet enfant et faire une échographie à la naissance. L'autre versant de la chose, c'est la symétrie ventriculaire avec un petit ventricule droit. Et là, qu'est-ce que vous pensez de ce ventricule droit? Là, c'est le ventricule gauche. L'apex, il n'est pas comblé. Et ça, c'est le ventricule droit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une boule de muscle. Donc vraiment, y a pas, on voit à peine une lumière ventriculaire dans ce ventricule. C'est un ventricule qui est très hypertrophié, qui est très petit. Donc si j'ai un ventricule qui est hypertrophié, ça peut témoigner de quoi? Qu'est-ce que je dois rechercher? Il faut systématiquement rechercher un obstacle en aval. Si le muscle est hypertrophié, c'est qu'il y a un obstacle en aval, et en l'occurrence un obstacle sur la voie pulmonaire. Et là, justement, c'est un cas d'atrésie pulmonaire à septum intact. Donc il n'y a pas de valve, la valve pulmonaire elle est complètement atrétique. Il n'y a pas de passage entre le ventricule droit et l'arbre pulmonaire. Et vous comprenez que ce ventricule droit va être très hypertrophié et c'est une cardiopathie totalement ductodépendante. Et là, elle a un pronostic néonatal et il faut faire donc l'échographie rapidement à la naissance. Un autre exemple d'anomalie de la coupe 4 cavités. Qu'est-ce que vous pensez de cette coupe 4 cavités, si je peux dire que c'est une coupe 4 cavités? Est-ce qu'on voit vraiment 4 cavités sur cette coupe? Je reviens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on voit une seule cavité ventriculaire. D'accord? Donc on voit une seule cavité ventriculaire avec une valve qui semble s'ouvrir, alors que l'autre valve, elle est très blanchâtre, elle ne s'ouvre pas. D'accord? Là, il s'agit d'une atrésie de la valve tricuspide, avec un seul ventricule, donc dans lequel se déversent les deux valves auriculoventriculaires. Là, on est devant une cardiopathie univentriculaire avec une atrésie de la valve tricuspide. D'accord? Donc sur la coupe 4 cavités, on a un comptage donc, des cavités. Il faut analyser les différentes cavités et bien sûr analyser les valves auriculoventriculaires. Un autre exemple donc d'anomalie de la coupe 4 cavités. Je reviens. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette coupe? Aussi 4 cavités, mais ce n'est pas une coupe 4 cavités. Là, clairement aussi, on voit qu'il y a un seul ventricule. D'accord? On a du mal à individualiser le deuxième ventricule. En fait, c'est un ventricule croupiant, c'est un tout petit ventricule qui est à un état rudimentaire avec une atrésie, vous voyez le truc blanchâtre ici, une atrésie de la valve mitrale. Et donc là, on est donc devant l'une des cardiopathies les plus graves et les plus sévères, qui est l'hypoplasie du cœur gauche. Et on voit justement une seule cavité ventriculaire qui est un ventricule droit, qui est fonctionnel, alors que le ventricule gauche, il est à un état rudimentaire, croupiant, il ne fait rien du tout, avec une atrésie mitrale. D'accord? À vous de jouer. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette coupe aussi apicale 4 cavités? Coupe 4 cavités, pardon, pas apicale. Combien de ventricules? Un seul ventricule aussi. Donc, je vois une seule cavité ventriculaire. Combien de valves auriculoventriculaires? J'en vois 2, mais il y a une qui s'ouvre et un autre, c'est un plancher fibreux. D'accord? C'est un plancher, c'est une atrésie. Donc là, pareil aussi, j'ai un ventricule unique dans lequel se déversent les deux valves auriculoventriculaires. Donc c'est un vrai ventricule unique avec une atrésie donc de la VAV, de la valve auriculoventriculaire gauche. D'accord? Donc vous voyez sur cette coupe apicale 4 cavités, déjà on peut écarter un grand nombre de cardiopathies à pronostic très grave et qui peuvent donc faire discuter une interruption de la grossesse, notamment les cardiopathies univentriculaires. Deuxième élément à analyser sur la coupe 4 cavités, c'est le décalage entre la valve mitrale et la valve tricuspide.
Et justement, grâce à ce décalage mitro-tricuspide, on va analyser la croix du cœur, qui est un élément très important à rechercher. Là, vous voyez, je vous ai dit que la valve qui est plus apicale, c'est la valve tricuspide. Et normalement, j'ai un décalage entre la valve mitrale et la valve tricuspide. Si vous avez deux valves auriculo-ventriculaires sur le même niveau, qu'est-ce que vous devez suspecter comme syndrome? La trisomie 21, justement, donc avec le syndrome de Down. Et là, vous voyez qu'il y a une anomalie de la croix du cœur. On voit ça dans une cardiopathie, ce qu'on appelle le canal atrioventriculaire, dans lequel vous allez avoir une seule jonction auriculo-ventriculaire, une CIV large d'admission, une CIA ostium primum, et vous avez une absence totale de la croix du cœur. Donc, j'ai pas la croix du cœur, elle est totalement absente, et je ne vois pas le décalage mitro-tricuspide. Le fait d'avoir les deux VAV sur le même niveau, même sans CIV, même sans CIA ostium primum, peut faire suspecter la trisomie 21 et proposer une amyosynthèse à un cardiotype chez la maman. Autre anomalie de l'insertion des valves auriculo-ventriculaires, c'est l'insertion très très basse donc, de la valve tricuspide. Et là, on voit ça dans une anomalie qui est assez rare, qui est la maladie d'Epstein. Et là, vous voyez ici, donc sur cette coupe 4 cavités, j'ai l'oreillette droite, la valve tricuspide qui est très très apicale, le ventricule droit qui est tout petit, l'oreillette gauche avec le ventricule gauche, et j'ai une augmentation du décalage mitro-tricuspide. C'est une insertion très très basse de la valve tricuspide, et c'est une valve qui n'est pas normale, qui va fuir et qui va entraîner donc une fuite tricuspide assez importante. Vous voyez ici le flux bleu qui régurgite donc bien sûr du ventricule droit vers l'oreillette droite à cause de cette valve qui est anormalement insérée. D'accord ? On passe à l'autre élément donc, de la coupe 4 cavités qui sont les veines pulmonaires. On a dit que les veines pulmonaires doivent arriver au niveau du toit de l'oreillette gauche. Normalement, on va avoir 4 veines qui arrivent au niveau du toit de l'OG pour donner cet aspect bien sûr carré donc, du toit de l'oreillette gauche. Un autre élément important à analyser sur la coupe 4 cavités qui est l'intégrité du septum interventriculaire. Qu'est-ce que vous voyez sur ce septum en mode couleur? Une petite communication. J'ai une petite communication interventriculaire de type musculaire. Elle est située en plein muscle. Est-ce que c'est un type de CIV qui vous dérange? Quel est le pronostic de ce genre de CIV? Très bon. Donc en général, ce sont des CIV qui ont tendance soit à se fermer au cours de la vie fœtale, soit à se fermer au cours des premiers mois de vie. D'accord? Donc il ne faut pas s'alarmer devant les CIV musculaires, de petite taille bien sûr, au cours des échographies fœtales. Donc on peut en avoir beaucoup. Donc les CIV musculaires sont surtout visibles si vous mettez votre mode Doppler couleur. Dans la plupart des cas, ce sont des CIV qui vont se fermer spontanément, comme j'ai dit, au cours des premiers mois. Par contre, les CIV qui doivent vous inquiéter, ce sont les CIV qui sont proches des valves auriculo-ventriculaires. Si vous avez une communication qui est proche des valves auriculo-ventriculaires, c'est une CIV d'admission ou une CIV de l'inlet qui est typique donc, du canal atrioventriculaire, du CAV. D'accord ? Les CIV proches de la voie d'éjection, on va les voir par la suite. Donc là, ce sont les CIV qui doivent faire suspecter, bien sûr, les cardiopathies conotroncales et on va voir quelques exemples. Est-ce que vous avez des questions pour la coupe 4 cavités? C'est une coupe, comme vous avez vu, qui est assez simple à obtenir. On a pas mal d'informations à recueillir de la coupe 4 cavités. Par contre, tout ce qui est malposition des vaisseaux, vous avez vu que par la coupe 4 cavités, on ne peut pas très bien analyser, bien sûr, l'aorte et l'artère pulmonaire. Et donc là, on va passer à la coupe clé de l'analyse donc, des voies d'éjection et de l'aorte et de l'artère pulmonaire, qui est la coupe donc, des gynécologues. En cardiologie adulte, on ne peut pas faire ce genre de coupe, qui est la coupe donc, des 3 vaisseaux ou la coupe des voies d'éjection. C'est une sorte de représentation scanographique, ça ressemble aux coupes qu'on peut avoir au scanner, donc dans le médiastin supérieur, de l'aorte, de l'artère pulmonaire et de la veine cave supérieure. Par cette coupe donc des 3 vaisseaux, on va analyser, bien sûr, on a combien de vaisseaux? Il faut compter 3. Donc il faut avoir la veine cave supérieure, l'aorte et l'artère pulmonaire, l'équilibre de ces différents vaisseaux, comme on va le voir sur les prochaines diapositives, et la position de ces vaisseaux l'un par rapport à l'autre. Donc, pour la coupe donc, des trois vaisseaux, vous allez avoir donc, de la gauche vers la droite de l'enfant, vous allez avoir
l'artère pulmonaire, l'aorte, qui vont former une sorte de V, d'accord? Et par la suite, la veine cave supérieure. L'aorte, elle a un diamètre en général qui est supérieur à l'aorte, donc c'est une taille qui va faire un ordre décroissant. Donc j'ai une artère pulmonaire qui est plus développée que l'aorte, et par la suite, j'ai la veine cave supérieure sur la droite de l'enfant, d'accord? Donc, comment obtenir la coupe des 3 vaisseaux? Vous êtes sur votre coupe 4 cavités. Il faut continuer votre balayage de façon crâniale vers la tête de l'enfant. Et là, vous allez faire un balayage en allant vers le haut pour avoir cette coupe donc, des 3 vaisseaux et analyser donc, les relations entre les différents vaisseaux. On peut parfois avoir un 4e vaisseau. Dans quelle situation? Donc, l'exemple type, c'est la veine cave supérieure gauche. Donc, dans un cœur normal, on a la veine cave supérieure droite. Dans certaines circonstances, on peut avoir une 2e veine cave supérieure qui est située à gauche. Donc, cette veine cave supérieure gauche, vous allez la localiser donc, sur la gauche de l'enfant, à côté de l'artère pulmonaire. Normalement, à côté de l'AP, je ne vois pas un autre rond. Là, vous voyez qu'il y a une 2e veine cave supérieure à gauche. D'accord? Elle peut exister de façon isolée, mais elle peut s'associer à certaines cardiopathies, notamment à la coarctation de l'aorte. D'accord? Donc, il y a des études qui ont montré qu'il y a un risque élevé de coarctation de l'aorte s'il y a une veine cave supérieure gauche. La symétrie des vaisseaux, on a dit que normalement, j'ai une AP légèrement plus augmentée de taille par rapport à l'aorte. Et par la suite, je vais avoir donc, la veine cave supérieure. Là, vous voyez clairement qu'il y a une asymétrie des vaisseaux avec une toute petite aorte. D'accord? Vous voyez l'asymétrie, donc c'est vrai que l'AP doit être légèrement augmentée de taille, mais là c'est une asymétrie franche et ça peut témoigner donc d'un obstacle, que ce soit valvulaire aortique ou encore d'une coarctation de l'aorte. Pareil, donc la veine cave supérieure gauche, on y revient. L'asymétrie donc des vaisseaux avec une petite voie pulmonaire. Là vous voyez que l'artère pulmonaire, elle est rudimentaire avec 2 artères pulmonaires qui sont franchement hypoplasiques. Donc on peut voir ça dans le cadre de cardiopathie avec obstacle droit sévère, notamment dans l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, ou encore dans la tétralogie de Fallot avec un arbre pulmonaire hypoplasique. Donc sur la coupe des 3 vaisseaux, vous allez avoir une asymétrie des vaisseaux avec un petit arbre pulmonaire qui doit vous faire suspecter donc un obstacle droit. On arrive à l'avant-dernière partie de cette analyse en 5 points de Stoss et Lévy, qui est l'analyse des voies d'éjection. Donc pour l'analyse des voies d'éjection, vous allez analyser essentiellement la voie d'éjection VG aorte et bien sûr la voie d'éjection du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Ce sont 2 coupes clés à obtenir et qui permettent justement d'éliminer un grand nombre de cardiopathies. On va voir la coupe, donc j'ai du mal à voir. Donc la voie d'éjection VD-AP, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Voilà, donc la sortie du ventricule droit avec un vaisseau qui va se bifurquer rapidement en 2, qui est l'artère pulmonaire. D'accord? La voie VG aorte. Voilà, donc on a repéré le ventricule gauche avec sa forme allongée, le ventricule droit avec la bandelette modératrice. Et là, vous voyez donc le premier vaisseau qui sort, qui est un vaisseau qui ne se bifurque pas et qui est l'aorte. Donc cette coupe VG aorte, elle est très importante pour justement analyser l'intégrité et la continuité septo-aortique. Donc normalement, il y a une continuité entre l'aorte et le reste du septum interventriculaire. Si vous n'avez pas cette continuité septo-aortique, donc vous allez avoir... On va voir l'exemple juste après, les CIV conotroncales. Je reviens sur ça. Voilà, là vous voyez, pareil, donc la voie d'éjection gauche avec cette continuité VG aorte. Voilà en mode couleur, donc la continuité VG aorte et par la suite va arriver donc la sortie du ventricule droit avec la voie VD-AP. Je reviens. Donc le premier vaisseau que vous allez repérer, c'est l'aorte. Et par la suite, le deuxième vaisseau qui va se bifurquer rapidement en 2 branches, qui est l'artère pulmonaire. D'accord? Donc à partir de la coupe 4 cavités, on a fait un petit swipe, un petit balayage vers la tête de l'enfant. On dégage en premier lieu la coupe VG aorte et par la suite, le ventricule droit avec la sortie de la voie pulmonaire. Si vous ne voyez pas justement la continuité septo-aortique, vous ne voyez pas cette continuité entre le ventricule gauche et l'aorte, vous pouvez repérer ce qu'on appelle les CIV conotroncales avec une aorte à cheval sur le septum interventriculaire. Là, vous voyez le septum interventriculaire, le ventricule gauche, le ventricule droit,
et j'ai une aorte qui est à cheval, qui est située entre les deux ventricules, d'accord, avec une large communication au-dessous de l'aorte, ce qu'on appelle les CIV conotroncales. Donc ces CIV conotroncales, on peut les voir dans un grand nombre de cardiopathies qu'on va avoir lors de la deuxième heure. Et vous voyez par exemple sur cette boucle, voilà, que l'aorte elle est à cheval et il y a le flux qui arrive des deux ventricules vers ce gros vaisseau qui sort à cheval, d'accord. Donc, cette CIV, justement, conotroncale, c'est le point commun de différentes cardiopathies conotroncales, le phallo, l'abso, le troncus. Il y a un grand nombre de cardiopathies qui ont un point commun, qui est la CIV conotroncale. Donc, déjà, le fait de repérer une CIV conotroncale doit vous faire suspecter une cardiopathie conotroncale. Théoriquement, il faut faire l'analyse et la recherche de la microdélétion 22q11 parce que ça va s'associer de façon assez fréquente au syndrome de DiGeorge. Autre anomalie donc des vaisseaux qu'on va voir. On a dit que normalement le premier vaisseau que je vais voir sortir du ventricule gauche, c'est l'aorte. Donc c'est un vaisseau qui ne va pas se bifurquer et je vais avoir une continuité VG-aorte. Là, qu'est-ce que vous voyez sur cette coupe-là? Donc là, on a essayé de dégager les deux gros vaisseaux. On est parti de la coupe 4 cavités et on a essayé de voir la position des vaisseaux entre eux. Qu'est-ce que vous voyez? Dans un cœur normal, on ne voit jamais les deux vaisseaux comme ça. Donc on n'arrive jamais à voir les deux vaisseaux parallèles. On ne peut pas voir l'aorte et l'artère pulmonaire. Vous avez vu sur la boucle vidéo juste avant, on va voir l'aorte. Par la suite, je vais avoir l'artère pulmonaire qui va apparaître, avec un croisement, bien sûr, des deux vaisseaux. Ce sont des vaisseaux qui vont se croiser dans l'espace. Alors qu'ici, j'arrive à les mettre sur une seule coupe, avec une course parallèle des deux vaisseaux. D'accord ? Là, vous suspectez rapidement, bien sûr, la transposition des gros vaisseaux. Il faut bien sûr rechercher les autres signes, mais le fait d'avoir donc les deux gros vaisseaux qui sont visibles sur une coupe avec une course parallèle, vous suspectez la transposition des gros vaisseaux. J'ai remis exprès donc la coupe normale de tout à l'heure. Vous voyez ici le croisement. Je reviens. Voilà, donc on a vu, essayez de vous concentrer ici. Donc j'ai un ventricule gauche, un premier vaisseau qui part avec une continuité septo-aortique. Voilà, le premier vaisseau et hop, le deuxième vaisseau qui va croiser le premier. Donc, je n'arrive pas à les mettre de façon parallèle. Ce sont deux vaisseaux qui vont se croiser avec donc, une aorte qui sort en premier du ventricule gauche. Et là, on arrive à faire finalement, donc rapidement, cette analyse donc, des différentes coupes qu'on a vues. Vous commencez, donc là, ce qu'on a vu en 5 étapes, on a parlé en long et en large des différentes coupes, vous allez le faire en quelques secondes. Là, on a repéré donc l'estomac de l'enfant, donc la pointe du cœur qui est dirigée vers la gauche. Je passe à travers la coupe 4 cavités, la voie d'éjection VG-aorte, la coupe VD-AP et bien sûr pour arriver à la coupe des 3 vaisseaux. D'accord ? Donc c'est un balayage qui va se faire en quelques secondes et il faut utiliser le ciné-loop justement pour essayer de revoir les images tranquillement. On revoit pareil, donc il faut s'habituer à ce genre d'image. On part de la coupe apicale 4 cavités, la coupe VG-aorte, la voie VD-AP et par la suite la coupe des 3 vaisseaux. Donc vous voyez qu'on passe très facilement d'une coupe à l'autre et ça peut être très rapide, donc il faut avoir l'œil pour justement s'habituer à ce genre de coupe. Une autre coupe qu'il faut essayer d'avoir, qui n'est pas toujours facile à obtenir, qui est l'analyse de l'arche aortique, des coupes donc, sagittales sur l'arche aortique. Il faut repérer bien sûr le rachis de l'enfant et essayer donc de rechercher la crosse de l'aorte, surtout si vous avez une forte suspicion de coarctation avec une asymétrie donc, ventriculaire comme on a dit tout à l'heure ou une veine cave supérieure gauche. Là, il faut bien analyser l'arche aortique. Le Doppler, donc un autre élément très important à analyser. Donc essentiellement sur votre coupe des 3 vaisseaux. Normalement, donc le flux, vous avez un flux Doppler couleur qui va dans le même sens dans les 2 vaisseaux. D'accord ? Donc j'ai un flux qui part dans les 2 vaisseaux dans le même sens, soit bleu, donc ça dépend de la position du fœtus, soit vous allez avoir les 2 vaisseaux en bleu ou les 2 vaisseaux en rouge. Donc parfois, vous allez avoir... Hop, non, ça ne marche pas. Parfois, on va avoir donc, un flux rétrograde, que ce soit dans l'aorte ou dans l'artère pulmonaire, qui peut témoigner qu'il y a une inversion de flux et ça peut cacher donc, soit donc, par exemple un rétrécissement aortique critique ou encore une coarctation serrée. On peut avoir une inversion du flux au niveau de l'aorte. Pareil, donc, dans l'atrésie pulmonaire, on peut avoir un flux rétrograde au niveau de l'artère pulmonaire.
Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je vous ai assommé. J'ai deux petites remarques, docteur Gargouri, si vous permettez. Oui. Déjà, vous avez compris que c'est une analyse segmentaire. L'ordre, d'ailleurs, la dernière boucle, c'est très évident. L'ordre d'obtention, on va dire, des coupes n'est pas le même que l'ordre d'analyse. On commence par la coupe 4 cavités, on bat les voies d'éjection, on bat des 3 vaisseaux, alors que 5, 4, 3, 2, 1, c'est plus pratique. De façon mémotechnique, 4, 3, 2, ou 4, 2, ou 3. Donc, sinon, les deux voies d'éjection, si vous avez remarqué, la méthode Lévi-Strauss, Dr Gargouri hatat VGAO, on bat VDAP. Alors que l'interprétation, exactement, le premier vaisseau qui sort, le VGAO, la voie d'éjection gauche, on va dire, le deuxième, la voie d'éjection droite, et dès qu'on a VGAO, VDAP, l'interprétation, et ce n'était pas par hasard, là, elle a parlé de l'artère pulmonaire qui sort du ventricule droit. C'est l'intérêt de cette coupe, de montrer que l'artère pulmonaire, elle se bifurque, donc c'est une artère pulmonaire, et du coup, le vaisseau que j'ai vu tout à l'heure sortir en premier du cœur, c'est une aorte. C'est seulement quand il est à la deuxième voie d'éjection, l'artère pulmonaire, et que je vois qu'elle se bifurque, et donc c'est une artère pulmonaire, et du coup, je peux parler de voie VGAO. Donc, on parle de voie d'éjection gauche et voie d'éjection droite. On est rassuré que la voie d'éjection droite, elle se bifurque précocement, donc c'est une artère pulmonaire. Elle sort du ventricule droit qu'on a bien défini, le coupe 4 cavités, ou situs avant, et donc le premier vaisseau, l'ikhraj mel ventricule, qui est le ventricule gauche, c'est bien une aorte, et c'est là où je peux dire VGAO et VDAP. Justement, parce que sur le plan anatomique, donc le ventricule droit et l'AP sont plus antérieurs. Oui. Donc vous allez avoir en premier la coupe VG aorte. L'aorte, on va la reconnaître justement parce qu'elle ne va pas faire sa bifurcation rapidement. Et par la suite, en passant plus antérieur, vous allez avoir la coupe VD, qui marque le docteur le ventricule droit avec la bandelette modératrice, et un vaisseau qui va se bifurquer très rapidement, d'accord, qui est plus antérieur. Vous n'allez pas avoir ce synchronisme si vous avez par exemple une transposition des gros vaisseaux, ou encore un ventricule droit double essieu, ou un trancus. Donc toutes les anomalies où on a une anomalie des gros vaisseaux, vous n'allez pas avoir cette synchronisation donc, des différentes coupes. Donc le fait de connaître le normal, moi je trouve cette slide la plus importante, elle résume tout ce qu'on vient de dire, avec la continuité VG-aorte, et par la suite le vaisseau qui va se bifurquer en deux, qui est l'artère pulmonaire, et par la suite en remontant encore plus haut, vous allez avoir donc la fameuse coupe des 3 vaisseaux. Et sur la coupe Doppler des 3 vaisseaux levés, qui doit être pour montrer que les deux flux, on regarde, les deux rouges ou les deux bleus, juste une petite... il faut que le rachis soit à 6h ou à 12h. Si le rachis il est à 3h ou à 9h, on aura un vaisseau qui va se rapprocher de la sonde, l'autre qui va fuir la sonde, et on aura probablement un vaisseau rouge et un vaisseau bleu, sans que ça soit forcément pathologique. Donc pour le V-sign, voilà, la confluence des deux crosses, il faut que le rachis soit à 6h ou à 12h pour que les deux crosses, mais ils me dans le même sens, soit que les deux crosses se rapprochent de la sonde, et donc en fonction de votre réglage, ça sera rouge, soit que les deux crosses fuient la sonde, et dès que le rachis il est postérieur, et donc vous aurez le V, voilà, la confluence en bleu. D'accord, et dès que le rachis il est à 3 heures, donc on aura un vaisseau qui va fuir la sonde, il sera bleu, l'autre vaisseau qui va se rapprocher de la sonde, et il sera rouge. Et c'est pas pathologique. Là, justement, c'est une source d'erreur énorme, et c'est un motif de consultation très fréquent, et on alarme souvent les mamans pour ça. Et justement, c'est à cause de la position du fœtus. Le fait qu'il soit bien positionné, on peut repérer facilement donc, les flux, et bien sûr analyser le reste des éléments. Et c'est pas par hasard que le premier élément, c'est vrai que 5 points ou sport, mais le premier élément, c'est le situs, c'est l'élément le plus important. Tous les éléments sont importants, mais c'est vraiment, on ne peut pas reconnaître l'anormal, la pathologique, et desquels on ne situe pas bien le cœur.